Eh bien, écoute, non, non, c'est bon, vous inquiétez pas. Donc, bienvenue Francis à cette nouvelle édition, je dirais, d'un exposé que tu avais fait effectivement à l'occasion, mi-février, à l'occasion des rencontres cinématographiques Utopia Espace Marx. Et donc, et merci à André de se prêter au jeu ce soir pour enrichir, je dirais, la soirée, la conférence que nous avions déjà faite. Et malheureusement, nous n'avions pas pu l'enregistrer. Donc, nous allons le faire. Donc, je passe tout de suite la parole à André. Bonjour Dominique, bonjour Francis, bonjour à toutes et tous. Donc, nous repartons de là, c'est-à-dire des 18e rencontres cinématographiques. La classe ouvrière, ce n'est pas du cinéma, que Utopia, le cinéma Utopia de Bordeaux et Espace Marx accueillent depuis 2004 et qui n'avait pas eu lieu donc en 2020, mais que nous avons 2021, pardon, mais qui a pu avoir lieu cette année. Dans le cadre de cette année, on avait une journée, le mardi, nous avions prévu d'aborder la question sous un angle peut-être curieux, qui était: est-ce que la départementalisation des vieilles colonies françaises, c'est-à-dire de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française, est-ce que cette départementalisation, qui a été le résultat d'un vote unanime de l'Assemblée nationale en 1946 à l'initiative d'un jeune député de la Martinique qui s'appelait Aimé Césaire, donc à cette départementalisation, est-ce que l'on peut dire qu'elle a été une décolonisation ou d'une totale décolonisation? La réponse est bien sûr oui et non, on s'en doute. Mais avec Francis, nous avons affaire à quelqu'un qui connaît plus particulièrement un département qui a ses particularités, qui est le département de la Guyane. Donc je rappelle que c'est le seul département français qui soit sur un continent, qui ne soit pas une île. Bon, sauf si on aborde la question d'autres, si on considère l'Europe un peu comme une île, mais la Guyane est continentale. Ça, c'est probablement sa première caractéristique. Et d'autre part, elle a un peuplement tout à fait spécifique par rapport aux autres départements. En gros, pour aller très vite, mais Francis en dira plus, on ne va pas trouver d'Amérindiens en Martinique, on ne va pas en trouver en Guadeloupe. Bon, on va avoir une diversité de populations sur un territoire immense. La Guyane a la même superficie que la Nouvelle-Aquitaine. Et sur cette superficie, il y a aujourd'hui 274 000 peut-être habitants, c'est-à-dire un chiffre, alors que pour la Nouvelle-Aquitaine, sur la même surface, on a plus de 5 millions d'habitants. On a sur le département de la Guyane une densité moyenne de 3,4 habitants au kilomètre carré. Même la Creuse est à 21, pour donner un exemple. Donc, on a cette situation avec un territoire couvert de 97% de la forêt amazonienne, avec, d'autre part, une vision, j'ai envie de dire, de la France continentale, où pour nous, la Guyane, c'est le bagne de Cayenne et la base de Kourou. Je ne crois pas que ce soit ni ce bagne de Cayenne, ni la base de Kourou qui étaient les terrains d'études anthropologiques de Francis. Et donc, je pense qu'il va d'abord nous dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui lui a permis de passer du terrain des Landes au terrain de la Guyane.
Bien, merci André pour cette introduction et pour répondre déjà à Dominique, c'est toujours avec plaisir que je viens et que je reviens à Espace Marx, donc il n'y a aucune difficulté là-dessus. Euh, euh, on m'a déjà posé la question sur le fait de savoir comment je suis passé des Landes à la Guyane et je m'en suis toujours tiré par une pirouette, c'est une affaire de forêt. Voilà. Mais euh, je suis content que, André, que tu commences par rappeler que la Guyane est le seul département d'outre-mer qui soit sur un continent. On a souvent l'habitude de se représenter, vu d'ici, quand on ne connaît pas très bien la géographie, les départements d'outre-mer comme des îles. Et d'ailleurs, très souvent, il m'est arrivé d'entendre dire que la Guyane était quelque part parmi les Antilles. Voilà. Il y a 4 départements d'outre-mer, c'est, faut-il le rappeler, la Réunion, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Euh, et la Guyane est le seul département, effectivement, qui soit continental, qui soit au nord de l'Amérique du Sud. Et il y a une, une question qui fait toujours florès au jeu des 1000 euros, avec quel pays la France a-t-elle la plus longue frontière? Alors, je vous donne la réponse, c'est avec le Brésil, puisqu'il y a 800 km entre la France et le Brésil par l'intermédiaire de la Guyane. La Guyane fait partie de cette partie nord de l'Amérique du Sud qui n'avait pas intéressé les colonisateurs premiers de ce continent, à savoir les Espagnols, depuis les découvertes de Colomb et celles qui viendront par la suite, et le Portugal, qui s'est vu octroyer le, le, le Brésil à la suite de ce fameux traité de Tordesillas en 1494. C'est une espèce de hasard de la géographie. Les côtes du Brésil sont en deçà de la ligne qui avait été tracée en 1494. C'est ce qui fait que le Brésil s'est retrouvé tout à fait par hasard aussi annexé au Portugal. Donc, il y avait cette partie nord du continent qui n'avait pas intéressé les Espagnols, qui n'avaient pas intéressé les Portugais parce que ça ne correspondait à rien de ce que pouvaient chercher les uns ou les autres. Cette Guyane va être donc une espèce de colonie par défaut de ceux qui n'ont pas été servis à la première fois, c'est-à-dire dès la fin du 15e ou le début du 16e. Il faut arriver au début du 17e pour qu'on ait un réel intérêt, encore quand je dis réel, c'est très approximatif, pour cette région du monde. Les Antilles étaient déjà repérées, étaient l'objet d'enjeux politiques forts. Les Espagnols avaient été d'abord présents sur les Antilles, et c'est ce qui nous a valu le triste résultat de voir une population initiale, population amérindienne, être totalement éliminée de cette partie du monde. Et aux Antilles vont s'intéresser ceux qui n'ont pas été servis, l'Angleterre, la France, un petit peu le Danemark. En gros, ce sont ces puissances européennes qu'on y retrouve. En Guyane, on va retrouver à peu près les mêmes, c'est-à-dire les Français, les Anglais et les Hollandais. Et on va trouver ce nord des Guyanes, ce nord de l'Amazonie, donc, partagé entre ces 3 pays européens sur un mode très, très sommaire. Grosso modo, comme on arrive de l'océan, on voit un estuaire avec un fleuve qui se jette, puis un autre estuaire, etc. Alors, on dit de cet estuaire à cet estuaire, ça sera pour la France, à côté, ça sera pour l'Angleterre, et plus loin encore, pardon, pour la Hollande, et plus loin encore pour l'Angleterre. Donc, on se taille des territoires comme ça sur une sorte de no man's land, puisque on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de vrai socle de population locale. Il y a des Amérindiens, mais ils sont un petit peu éparpillés. Il n'y a pas non plus de véritable enjeu économique. Et donc, la première question qu'on se pose, je pense, c'est de savoir ce qu'on vient faire là. Alors, la première
La première présence française, elle date de 1604. Mais c'est une présence qui est tout à fait symbolique. Il y a l'île de Cayenne, parce que géographiquement, Cayenne est bien sur une île, c'est-à-dire une terre entourée d'eau de toutes parts, soit par l'océan, soit par les rivières. C'est ce qui fait aussi qu'il y a souvent une confusion. On parle de l'île de Cayenne, bon, dans l'imaginaire, on se dit bah, ça doit être quelque part dans les Antilles. Voilà, tout ça participe de ce grand méli-mélo géographique. Donc, il y a une première installation sur l'île de Cayenne. Puis, ça ne va pas donner grand-chose. Il faudra attendre une soixantaine d'années pour qu'il y ait là une première véritable volonté d'installation d'une colonie. Et il faudra encore attendre une dizaine d'années pour qu'il y ait véritablement une annexion par la France. Mais tout ça va longtemps vivoter, végéter. On n'arrive pas à faire décoller ce territoire. Les tentatives de colonisation échouent parce qu'on se heurte à un climat qui est véritablement délétère. On est en proie à toutes sortes de fièvres, évidemment, c'est le paludisme. On a aussi affaire à des populations, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y en a sur le littoral guyanais, des populations amérindiennes qui ne sont pas forcément toujours très, très accueillantes, et ça se passe pas toujours très bien, notamment dans cette région de Cayenne. En plus, ce littoral des Guyanes, là où se trouve Cayenne, mais là encore, c'est un hasard de l'histoire, c'est une zone de confrontation et de frottement entre deux grands ensembles amérindiens. Du côté est, il y a la grande famille Arawak, et puis du côté ouest, il y a la grande famille Caribe. Deux grandes familles amérindiennes qu'on a trouvées déjà dans les Antilles. Quand Colomb arrive aux Bahamas, il tombe sur des Arawaks, il descend sur Cuba, il tombe sur des Arawaks, il ne le sait pas bien sûr, on les appelle les Taïnos, et puis quand il va un petit peu vers ce qui deviendra Saint-Domingue, et quand il descend un petit peu, il entend parler des Caribes, et ça c'est les Caribes. Donc ces deux grandes familles sont en présence sur toute cette vaste région, depuis le bassin amazonien jusqu'aux Caraïbes. Et on les trouve en Guyane. Et comme un fait exprès, la France choisit de s'implanter sur l'île de Cayenne, qui est la zone de frottement entre ces deux grands ensembles, qui se mènent des guerres, qui sont dans une rivalité territoriale. Et donc, la France, au milieu de tout ça, essaye de jouer d'une diplomatie pas toujours très habile, surtout qu'elle ne comprend pas très bien ce qui est en train de se passer. Alors, le grand problème, très vite, de la Guyane, ça va être de trouver de la main-d'œuvre pour arriver à faire décoller l'économie. Ça sera le problème permanent de la Guyane. Alors évidemment, le premier recours auquel on a affaire, à ce moment-là, ça tombe sous le sens, c'est l'esclavage. Et on va importer, ou faire importer, plus exactement d'abord, des esclaves sur le sol de la Guyane. Et les premières plantations vont s'installer, mais là aussi très médiocrement. Les seuls véritables planteurs en Guyane, ça sera les jésuites. Les plantations sont aux mains des jésuites très vite, jusqu'au moment où ils seront expulsés dans les années 1760. Et les principaux contingents d'esclaves, c'est les jésuites qui en seront, entre guillemets, propriétaires. Mais cette colonie, donc, parce que ça n'est une, a beaucoup de mal à décoller au plan économique. Et la comparaison est extrêmement affligeante et humiliante pour la France, puisque dans la Guyane d'à côté, la Guyane hollandaise, qui deviendra le Suriname, là, au contraire, du point de vue de l'idéologie coloniale, on est dans le modèle absolu. C'est-à-dire que le Suriname, c'est la colonie de plantation qui réussit. Et pour donner des ordres de grandeur, vers le milieu
dans la seconde moitié, plus exactement, du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'apogée du système colonial et plantationnaire, eh bien, on a 150 malheureuses plantations du côté de la Guyane française, avec 5 000 à 6 000 esclaves, alors qu'on a 10 fois plus d'esclaves en Guyane hollandaise sur à peu près 600 plantations. Donc, la comparaison est véritablement en défaveur, si j'ose dire, de la France. Bref, la Guyane est, depuis le début, associée à des projets qui ne marchent pas. Et au-delà si on passe toute la période esclavagiste, après l'abolition de l'esclavage, déjà qu'il ne restait plus beaucoup de plantations puisque les jésuites étaient partis, avec l'abolition de l'esclavage, là, tout le système de plantation se casse véritablement la figure, enfin ce qu'il en reste. Et donc, il va falloir trouver une autre idée, un autre projet, un autre programme, et tu l'as indiqué, à ce moment-là, c'est le bail. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la concomitance des dates, ou la quasi-concomitance. 1848, abolition de l'esclavage, 1852, ouverture du bagne en Guyane. Et le bagne en Guyane, il est là pour importer sur ce territoire de la main-d'œuvre, surtout à partir de gens qu'on ne veut plus voir en métropole. Le système du bagne, il est assez terrible. Si on est condamné à 2 ans, eh bien, on fait 2 ans au bagne et on doit travailler 2 ans sur le territoire, donc on double la peine, mais au-delà de 7 ans, là, c'est à perpète sur le territoire. Quand on sort au bout de 7 ans ou plus, le reste de sa vie, on doit le passer sur le territoire de la Guyane. Et on compte là-dessus pour développer l'économie. Et ça ne marche toujours pas. Voilà. Alors ça, c'est vraiment, je pense, ce qui caractérise ce département d'outre-mer par rapport aux autres, c'est qu'en gros, le fiasco est à peu près intégral. L'autre grande caractéristique de ce territoire, et tu l'as dit ça aussi, c'est que là, il y a une population indigène, par opposition à la Réunion, où là, il n'y avait absolument personne. Toute la société de la Réunion a été créée de toutes pièces par le fait colonial. Et aux Antilles, ce n'est pas qu'il y avait personne, c'est qu'il n'y avait plus de population, puisque la population amérindienne avait été purement et simplement liquidée par la présence espagnole. Donc, la Guyane française et ses voisines, la Guyane française doit faire avec la population locale. La population, elle est amérindienne. Sauf que c'est une population très éparpillée qui n'a jamais été quantitativement de nature à peser sur la vie de cette colonie. Et on a aussi en Guyane, dans cette région des Guyanes, ce qu'on a connu dans tout le reste de l'Amazonie, mais de façon plus générale en Amérique du Sud, c'est l'effondrement démographique par ce que l'on a appelé pudiquement le choc épidémiologique. C'est pas, contrairement à ce qui s'est passé aux Antilles, au Mexique, ou dans d'autres parties de l'Amérique du Sud, il n'y a pas eu de guerre menée aux Amérindiens en Guyane, et il n'y a pas eu donc de disparition violente de la population locale. L'effondrement de la population locale s'est fait par la contamination à partir des virus et des germes importés par les Européens. On a connu ça dernièrement, chez nous, on n'est pas encore complètement sorti. On sait les ravages que ça peut faire, surtout sur des organismes qui ne sont absolument pas immunisés contre ces nouvelles maladies. Et on a mis longtemps à s'en rendre compte. En gros, on a compris ça vers la fin du XIXe siècle. Parce que dans la seconde moitié du XIXe siècle, on va partir à la découverte de cet arrière-pays guyanais. Pendant très longtemps, on était cantonné sur le littoral. Et quand les premiers explorateurs vont pénétrer dans l'intérieur, ils vont trouver un vide humain. On s'attendait à trouver des populations amérindiennes assez costauds, assez importantes, et il y avait même
chez certains, le projet de faire ce qui avait déjà été initié au Brésil, c'est-à-dire construire une population coloniale sur le métissage entre les Blancs et les Amérindiens, et ça n'a pas été possible, tout simplement parce que les Amérindiens, il n'y en avait plus dans l'intérieur. Ils avaient disparu alors même qu'ils n'avaient pas été en contact direct avec les Blancs. Donc, les virus se sont propagés comme ça, de proche en proche, entre les populations amérindiennes. Tant et si bien que quand les Blancs arrivent à les atteindre, justement, ils ne peuvent pas les atteindre. Donc, cette population amérindienne, quantitativement, politiquement, économiquement, tout ce qu'on veut, n'a pas pesé grand-chose dans la vie de la colonie, mais évidemment, il a fallu en tenir compte néanmoins. Et de ce point de vue-là, il faut quand même dire les choses, y compris quand elles sont positives, c'est que si on a mis les Africains importés en esclavage, on n'a pas réduit en esclavage les Amérindiens, qui ont été toujours protégés comme des sortes de sujets du roi, avec un statut donc privilégié. Le grand malheur des Amérindiens, je le répète, ça a été le choc épidémiologique, et l'autre grand malheur, alors là je le dis sans embâche, ça a été les jésuites. Car les jésuites ont fait en Guyane ce qu'ils savent faire partout là où ils se trouvent, à cette époque-là, ils ont fait des réductions. Alors, réduction, ils ont fait ça au Paraguay, en Bolivie, ailleurs. On sait ce que c'est, les réductions, c'est l'installation d'une mission avec un grand village, et on fait appel sur ce lieu de tout un tas de populations qui sont aux alentours. Tant et si bien que, alors, le contrat, entre guillemets, entre les jésuites et les Amérindiens, c'est nous, les jésuites, on vous apporte le bon Dieu et vous nous apportez votre travail. Évidemment, il s'agissait de convaincre les Amérindiens d'entrer dans une économie plus efficace, couvrant l'agriculture à l'européenne, etc., etc. Mais ces missions, ces réductions, étaient absolument étaient des terribles bouillons de culture pour les germes et pour les virus. Et les jésuites ne comprenaient pas. Ils disaient, mais enfin, on ne comprend pas, ils tentent comme des mouches. Vite, vite, allons chercher ceux qui sont au fin fond de la forêt pour les faire venir ici, pour les protéger. Plus ils les faisaient venir là, et plus ils en mouraient. Donc, ça a été ce que je dis là, ça a été à toute petite échelle pour la Guyane, mais ça a été une catastrophe à l'échelle de toute l'Amazonie et de l'Amazonie brésilienne, puisque le Portugal avait délégué la gestion des populations amérindiennes aux jésuites. Là aussi, quand on se mettra à pénétrer dans l'intérieur de l'Amazonie, on trouvera un vide, un désert humain. Toutes ces populations avaient été décimées et au-delà par cette contagion des virus. Voilà, je me suis un peu éloigné en zigzag. Je ne sais pas où tu veux me faire venir. Recadre-moi si tu veux. Recadrons. Jusqu'au début du XXe siècle, en fait, la population totale, quand elle est mesurée, ne dépasse jamais 30 000 personnes. Non. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a à peu près 30 000 personnes en Guyane. Voilà. Aujourd'hui, tu en as… le développement exponentiel de la population commence presque avec la départementalisation, absolument, par coïncidence en partie, mais par une volonté, donc, avec un déplacement de population qui vient pour une bonne part donc, de France, de la France continentale. Bon, il va y avoir le développement d'une population qu'on va considérer comme mulâtre, bon, comme créole, et il va y avoir, quand on regarde, y compris quand on regarde Wikipédia, on s'aperçoit que cette population
a une diversité linguistique extrêmement grande, puisqu'il y a les langues créoles, mais il y a les langues amérindiennes, et il y a les langues des nègres marrons, il y a les langues des Hmong, c'est-à-dire de ces Indochinois qui ont été transplantés. Bon, on a cette diversité-là. Soit dit en passant, puisque j'évoque les langues, je peux aussi évoquer les religions, on a aussi cette particularité qui remonte à la royauté, mais qui a été maintenue par la République, qui consiste, Oui. au cas où vous ne le savez pas, ne sauriez pas, aujourd'hui, malgré l'opposition du parti de gauche qui est à la présidence du département, aujourd'hui encore, l'évêque est un salarié de cadre A payé par l'État et les prêtres étaient pendant très longtemps des salariés de cadre B également payés par l'État. La loi de séparation de l'Église et de l'État ne fonctionne toujours pas, n'est toujours pas en vigueur en Guyane, et cela avec l'accord et la confirmation du Conseil d'État, de la Cour de cassation, quand il y a des recours. Et comme on veut quand même ne pas exagérer dans ce rôle institutionnel qui est donné à l'Église catholique et à l'Église catholique seulement, on autorise une aide matérielle, financière, mais sans intégrer les personnels dans une quasi-fonction publique, il y a donc une aide d'État apportée aux autres cultes que le culte catholique, que ce soit... Voilà. Donc on a une situation de diversité linguistique, de diversité ethnique et de diversité religieuse. Sur cette situation religieuse et sur ce que donc nous ont légué les jésuites, comment tu t'y retrouves dans tes terrains de recherche personnels, sur les terrains où tu as... Là, je pense que c'est maintenant qu'il faut que tu nous en parles, puisque tu nous as dit lors des rencontres que tu avais 3 terrains en Guyane. De quoi s'agit-il? Alors, si tu permets, avant d'arriver à mes terrains, un tableau quand même sur la question que tu poses, qui est celle de la diversité des populations en Guyane. Alors, première caractéristique, par rapport aux Antilles, il y a une population amérindienne. Deuxième caractéristique, par opposition à la Martinique, par exemple, il n'y a pas de... Comme le système de plantation s'est complètement effondré, il n'y a pas de Français qui ait fait souche et qui donne l'équivalent des béquets à la Martinique. Et troisième caractéristique, c'est ce foisonnement des populations. Alors déjà, il y a sur la population de base, si on peut dire ça comme ça, en Guyane, il y a 3 grands ensembles. Il y a évidemment les Amérindiens, mais quand on dit les Amérindiens, c'est déjà une abstraction, parce qu'il n'y a d'Amérindiens que pour nous. Ceux qui sont Wayana sont Wayana, ceux qui sont Kalinia sont Kalinia, etc. etc. Ensuite, il y a 2 populations qu'il ne faut absolument pas confondre, même si elles ont l'une et l'autre des ancêtres de l'autre côté de l'Atlantique, en Afrique. Il y a ceux qui ont connu l'esclavage, enfin, ceux dont les ancêtres ont connu l'esclavage en Guyane, qui ont, entre guillemets, attendu l'abolition, en tout cas c'est souvent vécu comme ça, et qui ont donné ce que l'on appelle en Guyane les créoles. C'est un terme très ambigu, les créoles, ça désigne des populations différentes selon les régions dans lesquelles on se trouve. Ces créoles sont d'origine africaine, ont été souvent métissés avec des Blancs, avec des Chinois, avec des Libanais, etc., etc. Et puis, il y a une autre population d'origine africaine qui n'a strictement rien à voir. C'est ce que l'on appelle là-bas maintenant les Bushinengués.
ce qui correspond à un mot néerlandais correspondant à ce que en France nous appelions au XVIIIe siècle les nègres des bois. C'est exactement ça, c'est ça la traduction, c'est-à-dire des gens dont les ancêtres étaient esclaves, mais sur les plantations de la Guyane hollandaise, du Suriname, donc voisin, qui ont marronné, c'est-à-dire qui se sont enfuis des plantations et qui ont reconstitué dans l'arrière-pays des sociétés sur des bases sociales et culturelles inspirées de l'Afrique, mais d'une Afrique qui a été retravaillée, resynthétisée, rebricolée, parce que évidemment, la traite, on le sait, la traite et l'esclavage mélangeaient les gens de différentes populations. Donc, ils ont dû recréer des systèmes sociaux, mais sur des inspirations provenant d'Afrique. Et c'est Bushinengue, en français on dit souvent les noirs marrons, mais le terme marron en France, ça ne passe pas. On me demande ce que ça veut dire, les noirs marrons. Souvent, on pense qu'ils sont noirs, mais un peu moins que les autres. Enfin, il faut toujours expliquer les choses. Le marronnage, on ne sait pas ce que c'est. Or, le marronnage, il y en a eu partout où il y a eu l'esclavage. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Les esclaves n'ont pas attendu Monsieur Schulcher pour abolir l'esclavage. Ils ont pris leur destin en main, ils ont fui au péril de leur vie les plantations sur lesquelles ils étaient retenus. Donc, en Guyane hollandaise, ça va devenir un phénomène considérable, et de la Guyane hollandaise, ça va déborder sur la Guyane française. Donc, pour se résumer, il y a ces trois ensembles de populations amérindiennes, créoles et noirs-marrons. Et là-dessus sont venus se greffer les gens dont tu viens de parler, d'autres populations provenant des Antilles. Il y a énormément de Haïtiens en Guyane. Ça va commencer sous le père Duvalier, puis ça a continué par la suite, à tel point que les Haïtiens aujourd'hui, pense-t-on, parce que c'est une migration un peu clandestine, les Haïtiens sont devenus aujourd'hui la part de la population majoritaire. Et puis, il y a des Brésiliens. Et puis, il y a d'autres provenances antillaises. Et puis, il y a les Chinois qui sont arrivés à la fin du XIXe siècle comme travailleurs sous contrat. Et puis, il y a les Syro-Libanais. Et puis, il y a les Hmong dont tu parles, qui ont été rapatriés dans les années 70, après l'histoire des Boat People. Certains ont été installés en France métropolitaine, certains ont été envoyés en Guyane. Donc, tout ça donne une espèce de résumé du monde sur un territoire qui, tu l'as dit, fait l'équivalent de la Nouvelle-Aquitaine. Moi, je compare toujours au Portugal. Ça fait 90 000 km². Et de surcroît, 90 000 km² qui, pour l'essentiel, sont recouverts par la forêt amazonienne. Hein. C'est-à-dire que la population est très concentrée, ou sur le littoral, ou sur deux fleuves qui font frontière, l'un avec le Brésil et l'autre avec la Guyane, enfin avec le Suriname. Alors, pour en venir donc à mes terrains, quand tu dis que j'ai 3 terrains, en fait, je te corrige un peu parce que ces 3 terrains, pour moi, n'en font qu'un. J'ai un terrain en Guyane, mais en travaillant auprès de 3 populations différentes. Ces 3 populations sont sur le haut du Maroni, c'est-à-dire donc le fleuve qui fait frontière entre la Guyane française et le Suriname, et on est à cheval sur la France et sur le Suriname. Et ces 3 populations sont, d'une part, une population amérindienne, de la grande famille Caribe dont je parlais tout à l'heure, ce sont les Wayanas, qui habitent le plus haut sur le fleuve. Ensuite, il y a 2 populations issues du marronnage, et donc issues de la Guyane hollandaise. Ce sont les Boni, qu'on appelle également les Aloukou, qui sont ceux qui ont marronné le plus tard et qui ont eu à essuyer toute la violence des répressions coloniales. Et puis, il y a un autre groupe qui, lui, est surtout du côté Suriname, mais qui est aussi un peu sur le Maroni, ce sont les Ndjuka. Voilà. Les Ndjuka et les Boni sont 2 sociétés issues du marronnage qui ont les mêmes origines,
Ils viennent des mêmes plantations du Suriname, d'une région qui était proche du littoral, là où il y avait justement beaucoup de plantations sur base de polder. Les Hollandais ont fait en Guyane ce qu'ils font déjà depuis longtemps chez eux. Ils ont donc les mêmes origines, la même culture, la même langue, les mêmes croyances, la même organisation sociale. Néanmoins, ces deux groupes-là, depuis la fin du XVIIIe siècle, continuent de se penser comme ennemis. Parce que l'histoire coloniale les a rendus ennemis les uns vis-à-vis des autres. Pardon, l'Inchuka, ayant été tenus par des accords qui leur garantissaient la liberté en 1760, mais en contrepartie de ces accords avec les Hollandais, ils devaient s'engager à devenir les auxiliaires des troupes coloniales contre leurs frères en esclavage qui marronneraient au-delà de ces traités. Et donc, ceux contre lesquels les Bonnies ont eu le plus à combattre, ce ne sont pas les Hollandais, ce sont leurs frères Njuka. Et ça s'est soldé par un massacre des Bonnies par les Njuka en 1793, très haut sur le fleuve. Et depuis lors, comme les ancêtres des uns ont massacré les ancêtres des autres, et que de surcroît, dans ces cultures, le culte des ancêtres est la référence la plus importante, eh bien, les contemporains continuent de se penser en hostilité. Il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas compris. Il y a dans les deux groupes marrons dont tu parles, oui, sont tous les deux maintenant du côté de la frontière française ou il y en a un qui est au Suriname? Ils sont tous les deux… Alors, les Njuka, par le traité de 1760, se sont vus reconnaître un territoire au sein du Suriname. C'est un affluent du Maroni qui s'appelle le Tapanaoni. Ça, c'est leur territoire. Donc, principalement, ils sont implantés là. Mais ils sont descendus, ils occupent une partie du Maroni. En revanche, les Bonnies ont dû chercher leur salut en prenant l'axe du fleuve Maroni et en remontant aussi haut que possible pour échapper aux poursuites. Donc, eux sont véritablement installés sur le Maroni et principalement du côté français, puisque déjà à la toute fin du XVIIIe, la France les a acceptés sur son côté, mais en 1892, très officiellement, la France leur garantit des droits sur le côté français. Je vais poser immédiatement une question qui va faire sauter plusieurs étapes, mais ils ont une carte d'identité française et une carte d'électeur, ou c'est quelque chose qui est folklorique pour de telles cartes? Ouais, tu sais bien que les cartes d'identité ne marchent pas forcément de pair avec l'identité elle-même. Tout à fait. Bon, alors oui, ils ont des cartes et ils ont des papiers, sauf pour ceux qui sont nés du côté du Suriname. Parce qu'évidemment, à partir du moment où il a fallu établir les papiers, tu sais très bien la règle, ce qui fait citoyenneté, c'est le lieu où l'on est né, le territoire national sur lequel on est né. Et donc, le même groupe pouvait, et la même famille parfois, pouvait avoir des gens qui étaient nés du côté Suriname ou du côté français. Donc, ça a été un casse-tête absolument phénoménal. Mais pour remonter un petit peu le temps, en fait, ces populations, aussi bien les Noirs marrons Bonnies que les Amérindiens Wayana, ont commencé à être concernés par la citoyenneté française dès lors que la Guyane a pris la décision en 1969, c'est tout récent, de découper l'ensemble du territoire en communes françaises. 22 communes. Jusqu'en 1969, la colonie puis le département de la Guyane ne concernait que la partie littorale. Et à l'intérieur, on avait un grand territoire qu'on appelait l'Inini,
où il y avait des populations marrons, amérindiens, etc., mais dont on s'occupait de façon très lointaine, le gouverneur dans le temps, le préfet par la suite, et qu'on laissait se gouverner à leur manière. C'est d'ailleurs une expérience très intéressante parce que, à ma connaissance, c'est le seul exemple de colonie française où on a un mode de gouvernement des populations indigènes, si j'ose dire, à la britannique, c'est-à-dire selon ce qu'on appelle le gouvernement indirect, indirect rule, alors que la France était dans une tradition coloniale qui consistait à déboulonner les autorités en place et les remplacer par le système français. Les Britanniques, eux, laissaient les gens en place et gouvernaient ça comment dirais-je, en intégrant ces autorités locales au système administratif britannique. Et ça, finalement, la France l'a fait, mais pour cette partie congrue de l'intérieur de la Guyane. À partir du moment où, en 69, on supprime ce territoire intérieur de l'INI, on va découper tout ça en communes, ce qui est évidemment un artifice total. Et à partir du moment où on a des communes, mais il va falloir trouver des maires, des équipes municipales, et puis à ce moment-là, va se poser la question de la citoyenneté de ces gens qui vont devenir français de plein droit et de plein exercice. Et à partir de ce moment-là, va se poser la question des papiers, comme on dit là-bas. Voilà. Parce moi j'ai quand même connu la fin de la campagne des papiers pour les Wayanas. Les Wayanas sont restés jusqu'à la fin des années 90, début 2000, avec pas mal de personnes dont on ne pouvait dresser aucune identité civile. Par exemple, quelqu'un qui prenait le petit avion à Maripasoula, petit aérodrome intérieur, et qui arrivait à l'aérodrome de Cayenne, se pointait à la douane et n'avait pas de papier. Un Guyanais. Et alors, pour toute cette population donc, qui n'était pas encore communale, est-ce qu'il y avait déjà eu des tentatives de scolarisation? Et y avait-il déjà des tentatives d'introduction de la langue française? Toi, pour prendre un exemple au hasard, toi-même, pour parler avec ces personnes, tu peux parler dans quelle langue? Est-ce que tu as des traducteurs, interprètes, ou est-ce qu'on trouve dans tous les groupes des gens en mesure d'échanger en français, par exemple? Alors, ça dépend où je me trouve. Si je suis chez les Wayanas, j'ai affaire, moi, soit des gens qui sont déjà scolarisés en français, et les écoles ont commencé à s'installer dans ces pays, enfin, dans ces villages, dans ce pays Wayana, au tout début des années 70, soit j'ai affaire carrément à la première génération qui a été scolarisée, donc avec une certaine connaissance du français. Mais quand je suis chez les Wayanas, je passe toujours par un interprète. De toute façon, la langue Wayana, une langue caribe, pour la maîtriser, il faut véritablement s'accrocher. Puis, de toute façon, il faut voir aussi que quand on fait un travail de recherche sur le terrain, c'est pas parce qu'on baratine un petit peu qu'on a accès à tous les niveaux de langue. Il faut voir que pour arriver à avoir des témoignages qui sont véritablement porteurs de sens, il faut arriver à s'élever jusqu'au niveau de l'exégèse. Et donc ça, je pourrais y travailler toute ma vie, je n'y arriverai jamais. Donc je travaille avec quelqu'un, quand je suis chez Wayana, qui est non seulement un interprète, mais qui est aussi quelqu'un qui est très impliqué dans la recherche, qui est un ami, avec qui on a une dynamique de tandem, finalement. Chez les Noirs-Marrons, alors je rappelle que les Boni et les Jukas parlent la même langue, hein. Donc chez les Noirs-Marrons, c'est quand même un peu plus facile, parce qu'ils ont été obligés, comme j'ai dit tout à l'heure, de se réinventer. Et ils ont commencé par réinventer une langue. Et cette langue, qui est un créole, donc, hein, a été construite sur une base lexicale anglaise, parce que les premiers colons qui sont venus avec des esclaves au Suriname, dans la région de Paramaribo,
n'étaient pas des Hollandais, mais des Anglais venant de la Barbade. Et donc, les esclaves ont construit une langue à partir de cet anglais. Tant et si bien qu'on s'y retrouve à peu près. Voilà. Alors, pour répondre sur la question des écoles, je te dis, oui, c'est quasiment, c'est concomitant du découpage en communes dont je parlais tout à l'heure. Mais la France a déployé, comme elle le fait, hein, une politique dans deux axes vraiment importants, c'est la scolarisation et c'est la santé. Il y a eu des dispensaires créés partout sur les fleuves. À ceci près que, bon, d'une part, le système de santé, si on regarde les chiffres, est encore extrêmement en retard par rapport aux critères que l'on peut avoir du système métropolitain, on va dire, en termes de nombre de lits, en termes d'installation. Oui. Bon, on a un retard encore plus grand qu'ici. Et puis, d'autre part, il y a cette discussion sur quel est le système que l'on impose ou que l'on n'impose pas. Je pense par exemple au pamphlet que quelqu'un que je n'apprécie pas spécialement, qui s'appelle Michel Onfray, a produit sur la question de la Guyane, un livre qui s'appelle Nager avec les piranhas. Oui, mais il est resté 2 jours chez les Wayana, il en tire des conséquences, des conclusions. Il est resté 2 jours chez les Wayana, il en tire des conclusions. Voilà, où il considère que les deux députées françaises qui ont fait un rapport sur ce qu'il fallait faire pour la Guyane sont bon, d'abord des précieuses ridicules qui veulent imposer à une population qui n'en a pas besoin les pires déformations de la société industrielle française et veulent y imposer TF1 et Internet comme en toute tranquillité, Michel Onfray le dit. Cette charge-là m'amène à te poser la question, comment s'articule avec les sociétés traditionnelles que tu connais, et je mets traditionnel entre guillemets parce que il y a toujours un côté un peu péjoratif parfois quand on emploie ce terme, avec l'appareil d'organisation qui semble plus adapté, j'ai envie de dire, à la population créole côtière qu'à l'arrière-pays. Écoute, alors là, cette question rejoint très directement la thématique de la colonisation et décolonisation. Et je suis devenu en la matière très nuancé et très prudent. L'expérience m'invitant à conclure plutôt que c'est assez rare que l'on impose quelque chose. Tu vois, je crois qu'on a vu souvent l'exportation de l'Occident, qui, il est vrai, a mangé le monde, comme une espèce de rouleau compresseur qui allait raboter toutes les sociétés, toutes les cultures. C'est vrai dans bien des cas, et quand on fait disparaître volontairement ou involontairement, comme je disais tout à l'heure, les sociétés, évidemment, la question est réglée. Mais il en va tout autrement quand il s'agit des cultures. Les sociétés ont, dans leur ressort social et dans leur ressort culturel, une résistance, on dit aujourd'hui résilience, qu'on ne soupçonne pas toujours. Ce n'est pas parce que des gens d'une population ou d'une autre, on va dire les Wayana par exemple, s'habillent avec un t-shirt, avec un short, portent une casquette à l'américaine, qu'ils sont pour autant occidentalisés. La casquette est américaine, mais ce qu'il y a sous le crâne ne l'est pas.
ces populations ont appris à faire dans un rapport qui leur était effectivement imposé, dans lequel il y avait des autorités et dans lequel, évidemment, il y avait un échange inégal, pour reprendre une expression célèbre. Mais ils ont appris à faire avec. Et notamment, alors, sur la question, si on prend les deux sujets qu'on a abordés, l'école et la santé. L'école, moi, je n'ai pas vu que l'école était vécue comme une contrainte. Au contraire, on parle au Wayana, ou on parle la langue des Boni en famille, dans le village, partout, mais on va à l'école pour apprendre le français. Parce que on pense, et sans doute à juste titre, que c'est en apprenant le français qu'on aura les outils pour se défendre dans le monde qui nous attend. Et les parents n'envoient pas à l'école leurs gamins pour qu'ils apprennent le Wayana. Ils envoient à l'école leurs gamins pour qu'ils apprennent le français. Il y a eu beaucoup de malentendus là-dessus. Et je me suis plusieurs fois alpagué avec des collègues anthropologues qui baignent dans les bons sentiments et les bonnes intentions. Ce n'est pas ça que je remets en cause. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus là-dessus. Pour ce qui est de la santé, les Wayana ont un système de traitement contre les malheurs du monde, la maladie et tout ce qui peut y ressembler, c'est le chamanisme. Il y a des chamans dans le pays Wayana, il y a des chamans qui sont pas très importants, d'autres qui sont plus importants, d'autres qui ont vraiment des grands cadors. Et quand on a un véritable problème, c'est souvent aux chamans qu'on s'adresse d'abord. Ensuite, on va au dispensaire. Donc, on s'est joué sur les deux trajectoires thérapeutiques. Et chez les Noirs marrons, on n'a pas des chamans, mais on a des spécialistes du maniement de ce qu'on appelle les obias, c'est-à-dire tout ce qui est considéré comme force suprahumaine, capable d'intervenir sur le monde, sur les événements, de guérir ou de tuer, enfin, etc. Donc, on s'adresse souvent à ces spécialistes-là. Et en parallèle, ou si ça ne marche pas, on s'adresse aussi aux dispensaires. On sait jouer sur les deux niveaux. Après, il y a plus fort que ça. Quand je disais que les populations locales ont appris à faire avec le rapport inégal, je prendrais pour exemple le cas des Boni, qui s'en tirent très bien dans toutes ces affaires-là. Ils ont vite produit une grille de lecture très efficace de nos institutions. À partir du moment où on a eu des communes, on a eu évidemment un état civil, des registres d'état civil, etc., etc. Les Boni sont une société matrilinéaire. Ça, c'est très important, c'est leur socle, leur charpente même, qui est construite sur ce principe de filiation. C'est-à-dire qu'un individu appartient au clan de sa mère et de ses oncles maternels. Le père n'a pas de fonction sociale. Le père est juste un géniteur. Celui qui a une fonction sociale, ce n'est pas le mari de la mère, c'est le frère de la mère. C'est l'oncle maternel. Je précise tout de suite, parce que tout le monde n'est peut-être pas habitué à ce langage, dire que la société est matrilinéaire ne veut pas dire qu'elle est matriarcale. Non, absolument pas. Je suis allé visiter les registres d'état civil de la commune principale des Boni, qui s'appelle Papaïchton. Tous les enfants sont déclarés de père inconnu. De père inconnu. Donc, le père, sur les registres, le père, socialement, est absent. Et ça garantit le droit des mères sur les enfants, mais ça garantit aussi le droit des femmes à avoir une autonomie financière, parce qu'à partir du moment où le père est absent, ce sont les mères
qui reçoivent les prestations sociales, les allocations familiales, et qui se retrouvent avec des revenus monétaires tout à fait confortables, parce que souvent, on a quand même beaucoup d'enfants. 8, 10, c'est très courant. Comme autrefois, la femme devait se débrouiller avec ses enfants et être économiquement autonome, le père n'était là que de temps en temps. Il y a un problème? Dominique, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends pas? On ne t'entendait plus, là. Non, tout marche bien, voilà. Continuez. Bon, je continue là? Oui. Bon, alors, autrefois, donc, l'homme installait sa femme, il y avait des enfants qui naissaient de cette union, etc. Mais l'homme et la femme vivent séparément, encore aujourd'hui. On vit en célibataire. Donc, la femme est seule avec ses enfants. Et aujourd'hui, moi j'ai un problème. À partir de ce détournement du droit français, les femmes se retrouvent confortées dans leur matrilinéarité. Tu m'entends, André? Alors, j'ai un problème, il faut que… Dominique, tu m'entends? Alors, prends la main, parce que moi, j'ai des blocages. Ok, André. Ok, mais tu recharges ta machine, et puis Francis va continuer. Je ferme la machine et je me remets sur le… Tu te reconnectes, voilà, il n'y a pas de souci. À tout de suite. Mais est-ce qu'on a entendu ce que je viens d'essayer d'expliquer? Recommence, à mon avis, pour redonner, parce que ça a été un peu brouillé par les interventions d'André. Bon. Vas-y, Francis, tu redémarres sur les questions de filiation matrimoniale et sur les éléments que tu as donnés. Non. Le principe de base, c'est que la société Boni, comme les autres sociétés marronnes, est une société matrilinéaire. C'est-à-dire que l'appartenance des individus se fait par rapport à la mère et aux frères de la mère. On appartient au clan de sa mère. On est certes issu d'un homme et d'une femme, mais on n'appartient qu'au clan de la femme, de la mère. C'est un peu difficile à comprendre pour des esprits européens, puisqu'on pense toujours qu'une famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Non, c'est plus… les principes de filiation ne requièrent pas forcément les deux parents. Là, ça ne requiert que la mère. Et donc, l'homme important, ce n'est pas le mari de la mère, c'est le frère de la mère. C'est lui qui joue le rôle social du père. Mais le père biologique n'a pas d'existence sociale. Il est juste un géniteur. Il n'a aucun droit sur ses enfants, aucune responsabilité vis-à-vis de ses enfants. En revanche, il en a vis-à-vis des enfants de sa sœur. J'espère que c'est clair. Ça. Bon, à partir de là, on a donc généralisé le droit français, l'état civil, à partir du moment où on a instauré les communes. Et ce que je disais, c'est que quand on va explorer les registres de l'état civil chez les Boni, on se rend compte que tous les enfants qui naissent sont déclarés de père inconnu. Donc, même dans le droit français, on sait faire en sorte que la matrilinéarité soit reconnue comme telle. Ça renforce le principe matrilinéaire, ça renforce aussi, par voie de conséquence, l'autonomie des femmes qui ont la responsabilité de leurs enfants, parce que c'est elles qui reçoivent les allocations familiales. Et donc, le fonctionnement de cette matrilinéarité s'est trouvé en quelque sorte être un sous-produit inattendu du droit français. Le droit français n'était pas fait pour ça. Mais eux, ils l'ont en quelque sorte détourné de manière à ce qu'ils conviennent au mieux à leur façon de vivre, de penser la filiation et de penser la famille. Est-ce que c'est bon? J'aurais voulu poser une dernière question plus directement, avant peut-être de laisser parler quelques personnes quand même, parce que je suis bavard et Francis aussi, ça me va très bien. Mais est-ce que tu peux expliquer comment le système politique
continentale va se marier avec cette situation-là. Parce que quand on regarde, se marier ou divorcer, mais quand on regarde, par exemple, au moment des élections, on ne nous présente aucune spécificité. On va avoir les représentants des partis politiques continentaux. On va avoir des personnages politiques avec les étiquettes des partis que nous connaissons. Nous avons 2 députés, 2 sénateurs de la Guyane qui apparemment s'intègrent sans problème dans le système politique de la Ve République. Nous avons eu, sous la 4e, un Gaston Monnerville. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui n'a peut-être pas réussi à être candidate à la présidence de la République, mais qui a quand même auparavant été la garde des Sceaux d'un président de la République. Bon. Et en même temps, si j'ose m'exprimer ainsi, en même temps, je n'ai pas l'impression que la vie politique locale puisse être assimilée à ce que nous connaissons en France continentale. Est-ce que tu peux donner ton impression par rapport à cette question-là? Eh bien, première observation, c'est pour faire remarquer que les personnels politiques dont tu parles sont les représentants de cette catégorie que j'appelais tout à l'heure les créoles, c'est-à-dire les gens de Cayenne ou de la côte, de façon plus générale, du littoral. Les populations de l'intérieur, donc les Amérindiens et les Noirs-Marrons, ne sont pas dans ce jeu-là, même si de temps en temps, il y a des tentatives pour y entrer. Mais deuxième observation, c'est que par rapport aux institutions politiques, c'est à peu près la même chose que ce que je disais tout à l'heure, et pour l'école et pour la santé. C'est-à-dire, on joue du parallélisme. On a son système et on a le système importé. Et tantôt on joue sur l'un, tantôt on joue sur l'autre. Si je suis chez les Boni, on a une commune à Papaïcheton avec toutes les institutions afférentes. Il y a un maire, un conseil municipal, un personnel communal, etc., etc. Mais la société Boni s'organise selon l'ordre coutumier, ce que tu appelais tout à l'heure le mode traditionnel, en fonction de son système à elle, cette société Boni. Là, il y a des clans. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a 7 chez les Boni, des clans matrilinéaires, donc. Chaque clan est divisé en 2 sous-sections, et chaque sous-section a ce qu'on appelle un capitaine, c'est-à-dire quelqu'un qui est nommé à vie et qui représente les autorités coutumières et qui s'occupe de toute la vie quotidienne, du système cérémoniel, le traitement de la mort notamment, qui est particulièrement important dans la vie rituelle de cette société. Et puis, on a, coiffant l'ensemble des capitaines, ce qu'on appelle un grand-man. Et ce grand-man, c'est celui qui est la clé de voûte du système social et politique des Boni, et qui en même temps est l'intermédiaire entre les vivants et les ancêtres. Parce que ceux qui gouvernent ce type de société, et ça c'est très directement importé de l'autre côté de l'Atlantique, de l'Afrique occidentale, ce sont les ancêtres. Et tout repose sur le culte des ancêtres, puisque c'est en fonction de ces ancêtres qu'on se reconnaît une appartenance, ici et maintenant, à tel ou tel clan. Donc les ancêtres font partie du clan. Et pardon. Je termine juste. Non, non, vas-y. C'est le grand-man qui fait en sorte que les vivants soient dans leur vie le plus possible en adéquation avec la volonté des ancêtres. Donc, les Boni continuent de s'organiser prioritairement sur cette base-là. Alors, quand on a créé des communes, en 69, il a fallu trouver un maire. Eh bien, à l'époque, qui on a mis comme maire? Le grand-man
le Grand Mans. Voilà. Et donc, pendant des années, le Grand Mans a été à la fois Grand Mans et maire de sa commune. Et après, ça s'est dissocié. Voilà comment ça marche. Oui, Dominique. Non, juste une question. La Guyane a fait l'objet, je dirais, de mouvements sociaux importants il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments de compréhension? Est-ce que tu y étais? Non, je n'y étais pas. Et éventuellement nous parler un petit peu de ça. Alors, je n'y étais pas, j'ai rien compris. D'accord. Voilà. Je te le dis très franchement, c'est un mouvement qui m'est apparu comme un peu obscur, pour ne pas dire douteux. Mais la Guyane est assez, comment dire, est assez prolixe de voir ce genre d'effervescence sociale qui monte, on ne sait pas trop d'où, et qui retombe, on ne sait pas trop bien pourquoi, non. Et des mouvements qui restent sans suite. Mais J'ai l'impression oui. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin d'une deuxième émission complète ultérieurement, parce que dans l'actualité, bon, il y a un certain nombre de choses dont nous n'avons pas parlé. On a un peu effleuré la question de la représentation politique, mais ce qui semble-t-il caractéristique, c'est quand même des conflits qui entrent en résonance avec des questions, j'ai envie de dire, plus immédiatement mondiales. C'est bien sûr la question des migrations que tu as déjà évoquée, c'est pour une large part la question environnementale, tant ceux qui risquent d'arriver à la forêt amazonienne, comme on le sait, plus sur le Brésil peut-être que sur la Guyane, que sur le problème des pollutions liées à la question de l'or, à la question des mines, et peut-être que ce que l'on voit parfois dans certains mouvements qui te paraissent peut-être douteux, des éléments de mafia et de délinquance liés au contrôle du marché noir d'un certain nombre de ces matériaux. Mais je pense que là-dessus, on va avoir beaucoup de mal à traiter la chose dans les 20 minutes que Dominique nous accorde. Bon, deux, trois mots pour répondre succinctement. Indéniablement, même si j'ai rien compris, je continue de le dire, derrière ce mouvement auquel vous faites référence, la question migratoire était une composante importante du malaise que ce mouvement était censé exprimer. Après, je voudrais insister sur une chose que j'ai dite un petit peu, mais ça me semble vraiment nécessaire d'y revenir, c'est qu'il n'y a pas une Guyane, il y en a deux. Il y a la Guyane de littoral et il y a la Guyane de l'intérieur. Et la situation n'est absolument pas la même dans l'une et l'autre. Et comment dire, la preuve un peu pathétique de ce que je suis en train de dire, c'est quand on voit des gens du littoral, ceux dont tu parlais tout à l'heure, hein, André, les représentants du monde politique, quand on voit les représentants du littoral venir dans la RAPI, ils ne connaissent pas les codes, ils ne savent pas où ils sont plus dans leur pays. Et ils n'y comprennent rien. Donc, on a en fait deux mondes qui s'ignorent. Après, il y a la question que tu soulèves, qui est celle de la forêt. Il y a deux problèmes relatifs à la forêt, c'est la déforestation et c'est l'orpaillage. Alors, l'exploitation de l'or, ça fait des ravages partout en Amazonie, et en Guyane en particulier. Dès le XVIe siècle, on cherchait l'Eldorado dans cette région, et finalement, ce n'était pas si idiot, puisqu'il existe, pas tel qu'on se le représentait, mais oui, il y a beaucoup d'or dans cette région, pour le malheur de cette région. La déforestation, c'est une autre plaie qui gangrène la forêt amazonienne, brésilienne, mais si on se focalise sur la forêt brésilienne, c'est parce que d'abord, il y a l'immensité, mais c'est surtout parce qu'on ne connaît pas la situation du Suriname. La forêt au Suriname, c'est une catastrophe.
Il suffit de survoler, moi j'ai pris des petits avions hein, pour ces unités de partout. Là, ce n'est pas l'agriculture, enfin, pas l'agro-business de Bolsonaro, hein, c'est la déforestation pour l'exploitation du bois et pour les sites de repaillage. Il faut savoir qu'au Suriname, on a depuis des années un État mafieux. Les représentants du gouvernement sont les premiers artisans et de l'orpaillage et du trafic de la cocaïne. Donc, c'est un pays de non-droit. Et sur ce pays-là, il n'y a aucune information. Moi, je veux bien qu'en ce moment, on nous parle de l'Ukraine. Hein, bien sûr, c'est tout à fait légitime. Mais comment se fait-il que jamais on ne parle du Suriname? C'est l'angle mort. Or, dans ce pays-là, les exactions de toutes sortes continuent de se faire dans la plus grande impunité et dans un silence total. Voilà. De ce point de vue-là, la forêt du côté français, là, il n'y a pas photo, hein, quand on survole les deux, est quand même mieux traitée, infiniment mieux traitée que ne l'est du côté surinamien. En France, il y a de l'orpaillage clandestin, sauvage, les sites sont exploités n'importe comment. On sait que les grands acteurs de l'orpaillage, et ça c'est historique, hein, depuis le 19e siècle, ce sont les Brésiliens, mais pas que, parce que si ce sont les Brésiliens qui extraient l'or, il faudrait quand même se poser la question de temps en temps de savoir où il va, cet or. Hein. Ce n'est pas les orpailleurs de base qui font fortune, hein. Ce sont des pauvres bougres qui triment dans des conditions absolument innommables. Je ne vois aucune main levée. Il n'y en a pas pour le moment. Tout le monde est fatigué. Non, non, du tout, c'est passionnant ce que tu racontes. Je pense qu'on n'a peut-être pas écrasé les auditeurs, mais comme tu as été toi-même écrasé par Raphaël ou par Dominique. Martine, Vincent, Claude? Bonsoir tout le monde, merci beaucoup, c'est vraiment très très intéressant. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir demander quoi que ce soit parce que je suis covidée et dès que je parle un peu, j'ai une énorme toux. Juste quand même une petite question. Tu n'as eu aucune des odeurs de la Guyane? Les Bonnies représentent quelle proportion de la population guyanaise? Ah oui, j'en ai pas parlé. La question que je me posais. Oui, effectivement, je n'avais pas parlé. Alors, mais ça, je l'avais dit la fois dernière. Pardon. Les Amérindiens, qui sont donc la population légitimement autochtone, on ne sait pas vraiment combien ils sont parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques et moi, je ne le regrette pas. Dans les 15 000 peut-être, gros maximum. Ce qui est très peu, évidemment, sur, là aussi, la population générale. André, tu disais 300 000 tout à l'heure, je ne sais plus. 280 000. Oui, bon, je pense qu'on est au-delà. Donc, de toute façon, ça fait des pourcentages très faibles. Alors, les Bonnies, eux, ça doit faire dans les 8 000 personnes. Voilà. Mais… et d'une manière générale, on peut dire que la population de la côte représente facilement les 2 tiers de la population totale. Ah, plus que ça. Les 2 tiers, tu les as déjà dans la ville de Cayenne et les 3 communes limitrophes. Ah oui, bien sûr. Enfin, la louche, hein, je te dis ça, puisque, encore une fois, le chiffre total de la population générale, on ne l'a pas vraiment. Mais les 7000 Bonnies représentent le petit peuple parmi les Bushilingués. Car il y a d'autres ensembles Bushilingués, notamment les Tchoukas. Eux, ils sont largement, enfin, ils sont au moins 10 fois plus nombreux. Il y a les Samaka aussi, qui doivent faire à peu près ce chiffre-là. Donc, au total, l'ensemble des Bushilingués, dans les Guyanes, j'entends le Suriname et la Guyane française, les Bushilingués sont une part de la population qui compte de plus en plus, qui pèse de plus en plus et qui se voit de plus en plus dans le paysage. Voilà.
Vincent, Claude, écoute André, si tu as une question, vas-y. Hein. Moi, j'en ai une. Vas-y. Enfin, une interrogation, c'est-à-dire que j'ai appris avec surprise, mais c'est lié bien sûr à une méconnaissance totale, que les Haïtiens pouvaient être jusqu'à majoritaires en Guyane. Et je me demandais à quel point les Brésiliens d'origine brésilienne pouvaient être minoritaires par rapport aux Haïtiens, parce que dans mon idée, à partir de ce que je connaissais, bon, la proximité immédiate du Brésil faisait que j'imaginais qu'il y avait un nombre considérable de migrants venant du Brésil. Tu n'as pas complètement tort. Hein. Les Brésiliens sont nombreux, mais c'est toujours pareil avec les chiffres de population en Guyane, on les renvoyait au « on dit que ». Oui. Alors, on dit que il y a 10 000, 12 000 ou plus d'orpailleurs clandestins dans la forêt guyanaise et qui sont des Brésiliens. Ouais. Voilà. Et les Brésiliens, on les trouve aussi dans les villes, à Cayenne notamment, dans des métiers du bâtiment, par exemple. Et ce sont les deux grands secteurs qu'ils occupent. Alors, les Haïtiens, c'est pareil, on dit que. Mais comme c'est une population qui a migré de manière clandestine et que c'est une population, contrairement au Bushinengue, qui ne se voit pas beaucoup, qui ne se fait pas beaucoup remarquer, c'est très difficile de l'estimer dans le volume général. Et ce sont des gens qui occupent beaucoup d'emplois domestiques, par exemple, des emplois d'entretien. Voilà. Et dans les villes, en revanche. Là, les Haïtiens, on ne les a pas dans la forêt de l'arrière-pays. Ils sont localisés pour l'essentiel à Cayenne et son périmètre. Il doit y en avoir aussi certainement à Kourou, parce que les Haïtiens fournissent, je viens de le dire, le personnel domestique des familles un peu huppées, et des métropolitains qui vont travailler là-bas, très volontiers, et sans le dire, des employés haïtiens ou haïtiennes dans la plus parfaite clandestinité. Claude, Guy. Est-ce que je peux poser une question? C'est Daniel. Oui, Daniel, vas-y. Excuse-moi, le sujet m'intéressait et je me suis branchée. Vas-y. Donc, je voudrais juste savoir s'il y a des études concernant la population qui a été scolarisée et quelle est son évolution locale et quelle est sa situation sociologique. Vous avez bien Oui, j'ai entendu la question, mais c'est toujours difficile de répondre au singulier. C'est-à-dire la population, ça n'existe pas beaucoup. C'est-à-dire la scolarisation chez les Voyageurs. Jamais pour un anthropologue. Non, de toute façon, non. Mais, non, mais j'ai mal formulé. Moi, ce que je vois, par exemple, chez les Wayanas, c'est des enfants qui sont allés à l'école primaire, qui sont allés au collège, parce que le collège est à 2 heures de pirogue, c'est pas très loin, mais quand même, on ne peut pas rentrer tous les soirs, donc il faut prendre sur place une famille d'accueil, mais très peu au lycée. Parce que le lycée, il est sur la côte. Il est à Cayenne, il est à Kourou, il est à Saint-Laurent-du-Maroni, donc très peu vont au lycée. Mais même ceux qui sont diplômés n'ont qu'une envie, c'est de trouver un boulot correspondant à la discipline, enfin leur métier, leur diplôme, leur spécialité, je cherchais, mais chez eux. Donc là aussi, je pense qu'on est tout de même un peu dans l'illusion et le malentendu. Chez les Bonis, c'est différent. Les Bonis sont des gens qui, historiquement, bougent beaucoup et qui, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, n'ont pas hésité à prendre des emplois salariés, pas forcément permanents, mais souvent temporaires, à manier l'argent, manier une économie monétarisée, pas pour autant une économie de marché. Et donc, les diplômes, la scolarisation
qu'ils peuvent avoir, les diplômes qu'ils peuvent obtenir, ils les rentabilisent assez bien, y compris dans des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir avec la tradition, mais qui font cohabiter avec une forme de tradition. En revanche, je ferai un couplet particulier s'agissant des filles Boni. Traditionnellement, dans cette société, c'était les hommes qui bougeaient, parce que les femmes, si je puis dire, tenaient la baraque avec leurs gamins. Et la scolarisation a souvent, dans un premier temps, entraîné un déplacement des femmes, des mères, pour suivre les enfants. Et la génération d'après, les filles ont poursuivi la scolarité jusqu'à obtenir des diplômes, sont en grand nombre, et j'en sais quelque chose directement, venues en France métropolitaine. Et ces filles, à partir d'un certain nombre d'années, se retrouvent de fait, pas de volonté, mais de fait, en rupture avec leur société. Parce que une fille qui arrive à un certain âge, attendez-moi, une trentaine d'années, qui n'est pas installée dans la vie, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée, n'a pas d'existence sociale dans la société Boni. Une femme existe à partir du moment où elle est mère, et dans la coutume Boni, on est mère très jeune. À 20 ans, on a 2 ou 3 enfants. Donc, ces filles qui ont poursuivi une scolarité, qui sont allées loin, sont doublement en décalage par rapport à leur système coutumier. Et c'est d'autant plus important que, je le répète, il s'agit d'une société matrilinéaire. J'ai répondu. Peut-être. J'ai répondu à la question. Oui, c'était. Oui, j'ai répondu. Oui, c'était la question comment, en fait, cela fait bouger la place de chacun, en fait. Hein, c'est ça. Surtout. Et la question que je me pose, est-ce que je peux poser une autre question qui est un petit peu différente? Et quels sont les courants politiques qui prennent en compte ces questions d'évolution d'évolution? Est-ce qu'il y a des partis progressistes? Est-ce qu'il y a des mouvements? Comment ça se passe au niveau de la réflexion politique au sens vie des gens, pas les partis, mais comment, est-ce qu'il y a des courants qui se penchent sur ces questions? André l'a dit tout à l'heure, il y a en Guyane un décalque du système métropolitain. Les partis, enfin les grandes obédiences politiques, mais là encore, ça dépend de quelle Guyane on parle, mais s'il s'agit de la Guyane intérieure, on est dans un décalage total. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a par exemple un parti écologiste en Guyane qui a fait d'ailleurs de temps en temps des scores honorables. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un parti écologiste dans l'intérêt de la Guyane? Il faudrait aller très loin pour que il faudrait que j'ai le temps de vous expliquer en quoi l'écologie n'a pas de sens pour ces sociétés. Donc, monter un parti sur une écologie qui n'a pas de sens, c'est un double non-sens. Moi, ce n'était pas trop au sens parti. Ah c'était bon? Plutôt groupe de réflexion des gens par rapport à leur situation, avec leur tradition, voilà. C'était la question. Bon. Est-ce qu'il y a des choses qui émergent au niveau d'une réflexion collective? Non, moi, ce que j'ai vu émerger, mais avec assez peu de réussite pour l'instant, et pourtant, ça fait un petit moment que ça dure, ça doit faire bien, ça fait plus de 30 ans, c'est une volonté de fédération des groupes amérindiens. Voilà. Pour créer justement une visibilité de ce que nous appelons les Amérindiens, qui est une catégorie que les Amérindiens eux-mêmes ne reconnaissent pas comme telle, mais qui sont, justement par cette fédération, en train d'essayer de créer, disant nous avons sans doute une cause commune à défendre. Mais là encore, ça ne marche pas très bien, parce qu'entre les Kali'na de la côte et les Wayanas de l'intérieur, ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas les mêmes histoires, ce n'est pas les mêmes projets.
Alors, on a parlé de groupe indépendantiste. Il fut un temps où Taubira était indépendantiste. Oui, ça l'est passé depuis un moment. Pardon? Oui, je t'écoute. Et il y a apparemment, bon, il y a eu une montée, semble-t-il, de la France insoumise dans la période récente qui semblait correspondre à une partie de la population, probablement Cloutière, mais qu'est-ce que tu peux en dire? La France insoumise, je ne sais pas ce que je peux en dire. La période indépendantiste, je ne l'ai pas vraiment connue, parce que je suis arrivé juste après. Mais ça a été quelque chose d'important dans les années 70-80. Je n'étais pas encore là. Hein. Ça fait du bruit. C'est-à-dire qu'il y a eu un indépendantisme très militant, assez agressif, avec parfois même quelques formes de violence. Et une répression. Hein? Et une répression. Oui, oui. Et il y a eu une tentative de croiser le mouvement indépendantiste avec des revendications qui pouvaient être portées par les Noirs marrons pour une reconnaissance de ces groupes-là. Donc ça a donné des gens, j'en connais, qui se sont construits sur cette base-là et qui continuent d'exister sur un mode associatif, par exemple, mais qui ne s'expriment plus en termes d'indépendantisme. Et puis, pour faire référence à Christiane Taubira, dont tu parlais, c'est vrai qu'elle a connu cette période-là, parce qu'elle était jeune, son mari surtout était impliqué dans l'affaire. Et puis, on a viré vers une revendication plus autonomiste que indépendantiste. Christiane Taubira a monté un petit parti local qui s'appelle Walwari, l'Éventail. Bon, après, par exemple, le Parti socialiste, ça n'a jamais correspondu là-bas à ce qu'on a pu connaître ici. Tu me diras qu'ici, maintenant, on ne sait plus trop à quoi ça correspond non plus, mais il faut pas penser que les intitulés correspondent à des réalités qui se correspondent entre la métropole et la Guyane. Voilà. Et puis alors, je te passe sur les gens qui ont changé d'étiquette, d'appartenance. Juste une question là, je ne sais pas s'il y a encore des questions, on peut les poser bien sûr, hein, mais une question. Tu as évoqué donc la dimension créole, mais avec une autre signification manifestement que ce que l'on a connu dans les Antilles, Martinique et Guadeloupe. Et donc, le phénomène glissant, par exemple, n'a pas à voir du tout avec la situation guyanaise. Ou est-ce qu'il existe des dimensions symboliques qui vont dans ce sens? Voilà, ça c'est la question. Justement, non, mais tu mets le doigt sur quelque chose d'assez important. On voit bien le décalage entre les Antilles et la Guyane, c'est que la réalité créole n'a pas le même sens aux Antilles et en Guyane. On ne met pas les mêmes gens derrière les mêmes mots. Et le phénomène glissant, et tout le phénomène de la créolité ou créolisation qui est allé dans le sillage de glissant, n'a eu, à ma connaissance, aucun écho en Guyane, même pas chez les créoles du littoral. Moi, je me rappelle avoir été surpris dans les premières années où j'allais à Cayenne. Il y avait une grande librairie à l'époque qui a disparu depuis. Il y avait des rayons entiers de cette littérature. Il y avait Glissant, il y avait Chamoiseau, il y avait Raphaël Confiant. Enfin, il y avait toute la famille. Et j'y allais, puis j'y retournais, puis les rayons étaient toujours aussi occupés. Personne ne semblait acheter ces ouvrages. La construction de la société en Guyane, je pense qu'au départ c'est ça, ne correspond pas à l'histoire des Antilles.
Et ce phénomène-là, pas plus d'ailleurs que le phénomène précédent, celui de la négritude, hein, autour de Césaire, n'a eu beaucoup d'écho. Alors, il y a eu un personnage qui a fait partie de ce mouvement, c'était Léon Gontran Damas, qui fait partie des fondateurs. Mais en dehors de ça, non. J'avais envie de poser comme question peut-être ultime, s'il n'y en a pas d'autres, quelle référence peux-tu nous donner à des livres éventuels pour ceux qui voudraient prolonger cette réflexion? Quel livre, quel film peut-être, ou quel document à trouver sur Internet, par exemple de Francis Dupuy, mais je ne sais pas. Eh bien, écoute, je te donnerai la référence du mien quand il sera sorti. Non, non, je plaisante, mais oui, tu sais, c'est un métier dans lequel il faut avoir beaucoup de patience, et notamment, on se connaît dans l'épreuve parce que ça est une, des éditeurs. Non, non, mais c'était une blague. D'ici là, alors il y a un très bon livre que j'ai souvent conseillé, qui est un peu ancien maintenant, il date de la fin, dans les années 90, de Mourin-Lascaux, en 2 mots. M-O-U-R-E-N, _ Lascaux comme la grotte. C'est un des guides noirs des éditions, je ne sais plus quoi, sur la Guyane, tout simplement. Alors, il est daté aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui pourtant n'est pas guyanais, c'est un pseudonyme en plus, Mourin-Lascaux, on ne sait pas très bien qui se cache derrière le personnage, mais de toute évidence, c'est quelqu'un qui a fait partie de l'administration préfectorale, on va dire, enfin de l'appareil d'État en Guyane, et qui a très très bien compris le système guyanais. Alors, donc, c'est un peu daté, mais là, si tu veux un panorama général, je continue de te conseiller celui-là. Le problème, c'est qu'il faut le trouver, parce qu'il est épuisé depuis un sacré bout de temps. Enfin, sur Internet, ça se trouve. Je pense. Bon, c'est à Dominique de dire merci à tout le monde, mais moi, je tiens à dire merci à Francis et merci à Dominique. Merci aussi à toi, André, pour le travail que tu as fait, qui a permis effectivement de bien ouvrir la parole à Francis, et merci à Francis pour tous les éléments de réflexion que tu nous as donnés. Je rebondis quand même avant qu'on se quitte. T'en prie, rebondis. Je trouve justement, mais ça c'est un point de vue comme ça, là, à froid, à chaud, c'est que finalement c'est très créole au sens de glissant, la manière justement dont travaillent les populations que tu nous as évoquées sur cette double scène, c'est-à-dire la scène du colonisateur et la scène, je dirais, plutôt de tradition. Tu as raison sur ce point, mais j'émets une réserve qui me semble importante. La créolité ou la créolisation sans la fusion. Mmh. En Guyane, il n'y a pas la fusion. Oui, mais justement… On a des populations juxtaposées. D'accord. D'accord. Mais justement, enfin, moi, ce qui m'apparaissait le plus important dans l'œuvre de Glissant, c'est la notion de la créolisation symbolique, au-delà même de la créolisation humaine, hein, mais de la créolisation symbolique et de la pérexistence d'une culture alors qu'on est face à une culture dominante, tu vois. Et donc, je retrouve un peu, d'une certaine manière, cette dimension-là dans ce que tu as évoqué dans l'organisation et la façon dont ces populations utilisent, je dirais, la double scène. Et ça, je trouve ça passionnant. Parce que c'est intéressant pour d'autres cultures, dans d'autres espaces territoriaux, et que finalement, on n'est pas dans l'effacement complet de la mémoire, tu vois. Je crois qu'il faut sortir de cette idée un peu rapide qui a vécu le constat qu'on fait sur la Guyane. Je suis allé à la Réunion, on peut faire le même. Les Antilles, je connais moins, je ne sais pas. Ce que j'observe de loin par mes étudiants interposés des territoires du Pacifique, c'est pareil, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Il ne faut pas imaginer que ces sociétés se sont retrouvées laminées par le fait colonial. Pas plus que les esclaves par le système qui était pourtant absolument terrible auquel ils étaient soumis. Les gens
il va falloir quand même une fois pour toutes intégrer cette idée, les gens sont acteurs de l'histoire, y compris quand ils sont dans les pires situations, et il n'y a pas pire situation que celle de l'esclavage. Même quand on est abruti de travail, qu'on est traité à coups de fouet, qu'on subit les mauvais traitements, on arrive encore à réfléchir et on sait très bien où se trouve la liberté et l'avenir d'un peuple. Bah, écoute, merci Francis pour ces paroles d'espoir, parce que je trouve que justement, dans cette période, on a besoin de rappeler ça et de ne pas considérer les peuples comme totalement asservis et incapables de sortir justement, de se libérer. Merci beaucoup. Quelqu'un disait, je ne sais plus qui, on n'a jamais raison contre une nation. Absolument. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonsoir pour ce moment partagé. Salut tout le monde. Au revoir. Bonsoir.